Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Parlant de l'Afrique, des études économiques ont soutenu que les financements extérieurs n'ont jamais été linéaires ni même significatifs pour le continent. Les États africains sont passés par différentes étapes dans le financement de leur développement et cela continue. C'est d'ailleurs ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Doit-on continuer à recevoir des aides, quelle qu'en soit la nature, aides privées ou publiques? Que doit-on changer? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux aides privées et publiques en Afrique, les réformes possibles. Pour vivre la chose sur le terrain, nous avons appelé des spécialistes qui pourront nous expliquer exactement comment les choses se passent. Nous avons donc appelé M. Jean-Michel Lavoisa, vous êtes économiste et vous êtes directeur général de Harris Intelligence, c'est cela? Tout à fait. Bonsoir. Juste auprès de vous, il y a M. Ange Isaac Aka, économiste aussi, ingénieur statisticien. Vous êtes président de... C'est Zadik ici, Management et Développement. Très bien. Puis M. Bruno Leclerc, économiste et directeur de l'Agence française de développement, c'est cela? À Abidjan. À Abidjan, il faut préciser. Juste auprès de vous, enfin, M. Bernardin Kwadjo Kwame, ingénieur électromécanicien. Mais vous êtes versé dans la chose économique et vous êtes directeur du cabinet du président du Conseil économique et social. Merci. Bonsoir messieurs et puis merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour traiter de ce thème. Le continent africain est celui qui capte le maximum de l'aide des bailleurs de fonds internationaux, c'est reconnu. Il est aussi reconnu que le continent africain est celui qui a le plus grand nombre de pauvres, celui qui est le plus en retard au plan économique. Alors, question, quelle doit être la nature de l'aide en direction du continent noir? Adama Koné a tenté de cerner la question. Le réquisitoire contre l'aide internationale à l'Afrique est implacable. En une vingtaine d'années, environ 300 milliards de dollars, soit 150 000 milliards de francs CFA, ont été déversés en Afrique, pour un résultat médiocre. Les 150 000 milliards représentent 15% du produit national brut du continent, 4 fois plus que le plan Marshall qui a permis le redécollage des économies européennes après la Deuxième Guerre mondiale. L'observation est que le continent reste encore à la traîne. Seulement 2% de contribution au commerce international. En plus, corruption, pauvreté, fuite de cerveau sont des mots que vivent avec acuité les populations africaines. Face à ce tableau peu honorifique, il est prôné la réduction de l'aide. Mais il est surtout souhaitable d'attaquer le mal à la racine pour trouver des solutions efficaces. L'effort extérieur doit être ciblé. Viser les investissements sociaux et éducatifs, construction d'hôpitaux, d'écoles et leur équipement, renforcement des capacités des acteurs de ces secteurs. Pour certains spécialistes, la poursuite de l'aide doit être conditionnée par les résultats des dons passés. Il faut parvenir à un système de mérite qui mette le bien-être de la population au centre des préoccupations. Ce qui signifie que l'urgence de l'aide internationale à l'Afrique consiste en premier lieu à aider le continent à accroître son économie. Il faut certainement apprendre à l'Afrique à pêcher plutôt qu'à lui tendre du poisson de l'extérieur. Monsieur Bruno Leclerc, vous imaginez aisément que je vais commencer par vous après avoir écouté le commentaire de Adama Koné. Aujourd'hui, de façon générale, lorsqu'on dit aide publique et aide privée, à quoi est-ce qu'on doit penser? Effectivement, c'est un sujet assez compliqué et on va essayer pendant ce débat d'essayer de le simplifier. La première chose à dire, je pense, c'est qu'il y a effectivement l'aide publique qui est accordée par les bailleurs de fonds traditionnels. Mais d'abord, cette aide publique, elle devient multiforme. Elle a énormément changé ces dernières années parce qu'avant, il y avait les pays, en gros, les pays riches qui aidaient les pays pauvres. Mais maintenant, vous avez énormément d'acteurs qui interviennent. Alors, prenons le cas de l'Afrique. Vous avez toujours les pays développés, disons, qui continuent à apporter leur aide. Mais vous avez aussi des pays émergents. Vous voyez de plus en plus en Afrique, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et même la Turquie qui apportent leur contribution. Et puis, vous avez aussi les ONG, les organisations non gouvernementales. Et puis, vous avez des bailleurs de fonds, appelons-les comme cela, qui sont extrêmement importants, qui sont les fondations. Si vous prenez la fondation Bill et Melinda Gates,
ce sont des sommes colossales qui sont investies pour le développement et qui deviennent des acteurs prépondérants et avec qui d'ailleurs nous travaillons, nous l'Agence française de développement, nous avons des accords avec ces fondations. Nous avons aussi les coopérations, ce qu'on appelle décentralisées, les villes du monde entier, et même les régions. Si vous prenez le cas de la France, vous avez des régions, des villes. Il y a une coopération, ce qu'on appelle décentralisée, qui vient aider, alors là, plutôt leurs homologues, c'est-à-dire plutôt les villes. Mais tout cela montre que nous sommes dans un monde extrêmement complexe et où, quand même, l'aide publique a son intérêt. Mais je rajouterais qu'on parle d'aide publique, mais en Afrique, le développement en fait, passe par 3 gros types de ressources. Il y a effectivement l'aide publique au développement, et c'est ce que le film montre, mais il y a aussi évidemment les investissements privés, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, qui sont une source au moins aussi importante que l'aide au développement public. Et puis vous avez une 3e source qui est très souvent oubliée, qui est ce qu'on appelle les transferts des migrants, c'est-à-dire les transferts de la population, des personnes qui vivent à l'étranger et qui renvoient de l'argent dans leur pays d'origine. Alors évidemment, tout cela est un peu différent parce que l'aide publique s'adresse plutôt au gouvernement, mais aussi aux entreprises privées, puisque l'Agence française de développement a une filiale qui s'appelle Proparco dédiée au financement des secteurs privés. Le transfert des migrants, c'est plutôt évidemment pour les villages, pour les personnes, pour les gens de leur région. Et puis, le secteur privé ou les investissements privés, évidemment, vont accompagner des développements dans certains pays plus que d'autres, puisque c'est notamment lié à l'environnement des affaires, à la bonne gouvernance économique, et puis, bien sûr, aux ressources naturelles. Je crois que les premiers pays bénéficiaires actuellement de l'aide des investissements privés, c'est le Nigeria, parce que toutes ces ressources, le Mozambique, qui n'était pas aussi bien situé, mais qui devient extrêmement prépondérant dans l'attrait des investissements privés, simplement parce qu'ils découvrent du gaz tous les jours. Monsieur Kwadjo, mais lorsque vous avez écouté cela et que vous avez écouté aussi le commentaire d'Adama Koné, est-ce que vous avez eu la même réaction par rapport à l'Afrique, l'aide que l'Afrique reçoit à chaque fois? Non, je peux dire tout de suite que non, je n'ai pas eu la même réaction. Parce que la question telle qu'elle était posée pouvait identifier quel type d'aide l'Afrique a besoin aujourd'hui. Et je crois que le film aussi a indiqué, et M. Leclerc l'a précisé, il y a d'énormes formes d'aide en provenance des autres pays, en direction donc des pays africains. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que nous pouvons, nous, pays africains, absorber cette aide de sorte à pouvoir créer une dynamique pour que cette aide soit valorisée, que cette aide soit implémentée chez nous. Et je crois que c'est là où il aborde, il y a beaucoup de formes. Mais déjà, même avant d'entrer dans les détails, mais dans l'absolu, oui, quelle est la nature de l'aide que l'Afrique doit recevoir? Ou bien lorsqu'on dit Afrique, ce n'est pas la bonne façon de voir. Il y a les Afriques, les pays sont si différents. Les pays, ça dépend du type d'aide. Quand tout à l'heure il évoquait la question de l'aide privée va aller en fonction du potentiel qui est recherché ou qui est sur le terrain. Il parlait de la 3e forme, l'aide des migrants. Ils investissent généralement dans les pays d'où ils sont originaires. C'est plus facile pour eux parce qu'ils ont des parents, ils ont des cousins qui peuvent recevoir et investir pour leur compte. Mais par contre, pour ce qui concerne les États, il y a les relations traditionnelles entre États déjà, qui permet de guider l'aide publique, mais aussi la cohérence de l'ensemble des pays dans les sous-régions qui aussi canalisent cette aide-là. Évidemment, on peut penser tous les pays africains, mais tous les pays du monde ont besoin d'une aide structurée qui apporte donc à l'économie ce qu'il faut pour pouvoir assurer donc la dynamique nécessaire. Tous les pays du monde ont besoin d'aide. Monsieur Aka, j'avais le mauvais schéma certainement dans la tête. Je voyais un groupe qui en a besoin, un groupe qui offre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut regarder l'aide? Oui, je pense qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Et par rapport à la mondialisation et pour l'équilibre même du monde, il faut un certain développement équilibré. Donc, les pays les plus avancés sont amenés, pour leur propre stabilité aussi, à aider les pays les moins avancés à retrouver leur vitesse de croisière pour permettre à leurs ressortissants, à leurs habitants de se construire un avenir sur place. J'entends la chose comme cela, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique en demande trop?
Je ne pense pas que l'Afrique en demande trop. Je pense qu'au niveau interne, nous devons plutôt nous poser la question de pourquoi est-ce que les résultats que nous obtenons, que nous avons obtenus après ces flux massifs de capitaux qui sont arrivés dans nos pays ne sont pas satisfaisants. Quand on regarde le tableau sombre des différentes statistiques que nous n'allons pas rappeler ici, comme pour faire de l'autoflagellation, véritablement aujourd'hui, nous devons nous demander comment est-ce que nous devons faire pour pas continuer à mendier, mais plutôt à recevoir l'aide qui va nous permettre de décoller. Mais en fait, c'est cela la réponse de la question, parce qu'on reçoit toujours et puis on ne fait pas ce qu'il faut avec. Vraiment, c'est ce que je pense jusqu'à présent. Donc, vous posez la question en fait de l'utilisation de ces aides. Mais avant même l'utilisation déjà, est-ce que vous déjà, vous êtes convaincu qu'on utilise correctement cette aide-là? Je ne pense pas qu'on utilise correctement cette aide parce que la situation de nos pays s'est considérablement dégradée en termes de développement palpable, en termes de conditions de vie des populations. Quand on regarde le nombre de personnes qui ont accès à l'eau potable, quand on regarde le nombre de personnes alphabétisées, quand on regarde le nombre de personnes qui arrivent à ne serait-ce que manger une fois par jour. Donc, ça pose, comme je l'ai dit tantôt, la question de la correcte utilisation de cette aide-là. Comment est-ce que nous devons faire pour que l'aide-là arrive à avoir les résultats escomptés et que petit à petit, nous puissions arriver à nous en passer. Très bien. Et cette question, on va la développer après. Mais M. Lavoisier, pourquoi l'Afrique a-t-elle systématiquement recours à l'aide, plus que les autres continents? Oui, pour ma part, étant observateur de l'évolution des marchés sur le continent africain, que nous couvrons depuis la Côte d'Ivoire et le Nigeria, essentiellement au contact du secteur privé, il me semble que l'Afrique est à une période de transition et de transformation. L'Afrique est au milieu du gué, il reste la moitié du chemin à faire et je pense qu'un changement de paradigme doit s'opérer dans la perception de l'aide, pour revenir à votre question, dans le sens où on doit passer d'un mouvement unilatéral de celui qui donne à celui qui reçoit à une appropriation par les pays marchés africains et les populations africaines qui en sont les bénéficiaires, justement pour entrer dans une logique de partenariat, de coopération autour des opportunités que représente le développement du continent africain et du partage des risques également. Je crois qu'on y reviendra plus tard. Vous pensez qu'on n'est pas dans un partenariat équilibré? Jusque-là, non, mais je pense que le continent africain s'y achemine et il reste maintenant, je pense, aux pays marchés africains et aux populations africaines à s'approprier ce processus d'autonomisation d'ailleurs de leur propre développement. Vous constatez comment que l'Afrique peine à sortir, à être développée? Vous constatez déjà la chose? Oui. Et il y a des éléments objectifs sur le terrain? Oui, je ne suis pas le mieux placé pour apporter des statistiques et des chiffres, mais sincèrement, je crois que la moitié du chemin est fait, le constat est fait, le bilan est fait. Peut mieux faire, je dirais, et surtout il faut passer, je pense, enfin à un stade de déclaration et d'intention, à un stade de réalisation, avec une notion d'ailleurs d'un meilleur retour sur investissement et une notion de redevabilité de ceux qui, au plan politique, au plan économique, sont en charge et nommés pour justement réaliser ce changement et ce développement. Vous pensez que cela ne se fait pas clairement, qu'on est encore dans les intentions, dans les déclarations? Encore. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire tout de suite quand vous dites qu'on doit sortir des déclarations? Beaucoup a été fait, je crois, dans le passé. Il ne s'agit pas de revenir trop sur le passé, mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est surtout un petit peu le moment de changement, de point de bascule, un petit peu dans lequel se trouve le continent africain, à partir duquel maintenant ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent prendre le relais de leur développement, alors qu'il me semble que les Africains sont désormais les propres freins à leur propre développement. On pourrait y revenir si vous voulez. Oui, ce que vous dites est très fort. Monsieur Leclerc, vous le pensez, les Africains sont eux-mêmes l'obstacle? Je ne pense pas, parce qu'il faut quand même garder raison. Ce qu'on constate actuellement, et c'est un discours que vous retrouvez partout, c'est que l'Afrique décolle. Nous ne sommes plus dans un afro-pessimisme d'il y a une dizaine d'années. C'était, je crois, un journal, oui, l'Économiste. Mais le décollage est très lent. Vous pensez qu'on est trop précis?
Non, mais d'abord, il décolle parce que les taux de croissance sont extrêmement élevés, parce qu'on voit qu'il y a une classe moyenne qui émerge. Taux de croissance, on peut en discuter, parce que c'est vrai que ça peut cacher des disparités et de la pauvreté extrêmement importantes. Mais ce qui est important, c'est quand même une émergence de la classe moyenne qui existe dans certains pays. Alors après, vous allez me dire, évidemment, il y a les Afriques. Il y a des Afriques qui décollent plus que d'autres, et puis il y a des Afriques qui s'enfoncent. Si vous prenez la République de Centrafrique, par exemple, il est clair que ce pays a bénéficié d'énormément d'aides dans le passé, de tous les bailleurs de fonds et dans tous les secteurs. Maintenant, ce que l'on voit, c'est un peu atterrant. Alors, est-ce que c'est le constat d'un échec ou est-ce qu'on a fauté collectivement, tous ensemble? C'est quand même, ça nous interroge. Et ça veut dire aussi que quelque part, alors on parle des investissements privés, bon environnement des affaires, mais il est clair aussi que la gouvernance quand même des pays est quand même, et la stabilité politique, si je pourrais rajouter, est quand même une condition importante pour tout développement, et ensuite avec toutes les formes que j'ai citées un petit peu tout à l'heure. Alors je rajouterais que sur l'aide publique au développement, il y a eu quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé en 2000 et qui a été extrêmement fédérateur pour tout le monde, et je pense qu'il est quand même à l'origine de beaucoup d'évolutions positives en Afrique, c'est ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire. Parce que les objectifs du millénaire ont permis de fédérer l'ensemble des appuis apportés par les pays développés autour de thèmes extrêmement simples, extrêmement précis, extrêmement clairs, comme l'éducation, la santé, la mortalité maternelle et infantile, l'éducation des filles, etc. Donc tout cela, on s'aperçoit qu'il y avait des objectifs qui ont été fixés en 2000, qui doivent être atteints en 2015, on y arrive, hein, c'est demain, et il y a quand même eu beaucoup de choses de faites, même si évidemment tout n'est pas parfait, et si, encore une fois, il y a des pays qui sont à la traîne, alors que d'autres ont bien bénéficié de toute cette avancée. Je pense que ça, c'était quelque chose, là je parle de l'aide publique au développement, on reviendra tout à l'heure sur plutôt ce qui est privé, mais je pense que les objectifs du millénaire ont beaucoup aidé à clarifier ce qu'on voulait atteindre. Donc ils sont plutôt sociaux, il y a eu des oublis. Le principal oubli des objectifs du millénaire, c'est l'énergie, puisqu'on parle d'eau potable, de santé et d'éducation, mais on a complètement oublié l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il y a une nouvelle initiative maintenant qui a été enclenchée par les Nations Unies et avec l'ensemble des bailleurs de fonds pour dire qu'il ne peut pas y avoir de décollage en Afrique et ailleurs d'ailleurs sans avoir le minimum d'approvisionnement en électricité, non seulement pour les familles, pour les villages, mais bien sûr d'abord pour, enfin pas d'abord, mais aussi pour les entreprises et pour le secteur privé. Il a dit les entreprises, hein, M. Kouadio, mais oui, vous voulez réagir? Je voulais réagir sur les OMD. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quant au succès des programmes liés aux OMD. Je remarque que dans beaucoup de continents, effectivement, il y a eu des progrès. En Amérique du Sud, il y a eu beaucoup de progrès sur les programmes liés aux OMD à partir de 2000. Par contre, en Afrique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où on a obtenu des résultats probants. Pour la Côte d'Ivoire, sur les 7 indicateurs, il n'y a pas un seul indicateur où on a atteint des objectifs. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et je crois qu'il y a une phase d'appropriation des concepts même, une phase d'appropriation des politiques, de ces politiques-là par nos populations, par un plus grand nombre. Tout à l'heure, il évoquait cet espoir, parce qu'il y a une classe moyenne d'Africains qui petit à petit se met en place. Mais en même temps, on se rend compte que c'est en Afrique où tu as plus de la moitié de la population qui ne participe pas à ce jeu, parce qu'ils ne connaissent pas les règles, ils ne savent pas lire et écrire. Et un des aspects, c'est l'éducation, c'est la formation initiale. Et sur ces aspects, je crois que les efforts ne sont pas suffisants pour qu'il y ait une certaine dynamique, comme M. Levoisa expliquait tout à l'heure, pour que l'inertie soit suffisante pour basculer assez facilement vers un développement auto-animé qui permette de progresser. Et je crois que sur ces aspects, l'analyse du post-2015 permet de prendre en charge un certain nombre de préoccupations, mais essentiellement d'appropriation de ces méthodes-là. Et un aspect sur lequel on est beaucoup intervenu, c'est l'éducation. Mais regardez, en Afrique, les systèmes éducatifs sont aujourd'hui les plus déséquilibrés, et ce qui ne répond pas aux besoins du marché du travail qui est en face. Tout le monde le remarque, mais on ne corrige pas.
Justement, c'est pour ça que je parle d'appropriation. On fait beaucoup de constats. Et tout à l'heure, M. Lavoisier disait, on a beaucoup de politiques étudiées. Beaucoup de déclarations mais on ne passe pas à l'acte. Il faut passer à l'acte, il faut poser un pied devant un autre pour pouvoir progresser. Alors, oui, je reviendrai à vous tout à l'heure. Monsieur Aka, vous voulez réagir sur la question? Je pense par rapport au constat général sur le résultat même des programmes des OMD et tout ça, il y a un des éléments importants qui ont été pris en compte par les différents bailleurs par rapport aux réformes qui sont en cours pour apporter plus d'efficacité à l'aide. C'est l'implication des organisations de la société civile aux côtés des gouvernements, non seulement pour contrôler l'action des gouvernants, mais aussi pour les accompagner, pour accompagner ces actions-là sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est sur cela que j'aimerais revenir en tant que responsable d'une organisation. Vous pensez que c'est cela le vrai problème? Oui, parce que la tâche est immense. Les gouvernements ne pourront jamais tout seuls, malgré les afflux d'aide, ne pourront jamais tout seuls impulser, ne pourront jamais tout seuls mener le changement qu'il faut. La société civile n'est pas écoutée? Chez nous, la société civile est encore en construction. Et c'est là que M. Kouadio parle d'appropriation. La société civile a un grand rôle à jouer au niveau de l'appropriation pour un travail sur les individus, sur les ménages. Le gouvernement les gouvernements et puis les organisations étatiques travaillant plus sur les grands agrégats. Maintenant, il s'agit donc pour nous, en tant que responsables d'organisations de la société civile, vraiment de jouer notre rôle en montrant ce que nous savons faire et en essayant aussi de capter par rapport à ce que la crédibilité que nous allons obtenir. Vous, société civile, mais vous ne le faites pas. Si, il y a des organisations de la société civile qui sont sérieuses. Pourquoi vous attendez que ce soit des instructions en guillemets avant de le faire? Non, on n'attend pas des institutions. Pour prendre le cas que je connais, le cas de mon organisation MZK Management Développement,